Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Ligue 1 et plus précisément de la 12e journée qui vient de se terminer. Elle s'est clôturée hier par un Lens Marseille du côté de Bollaert de Delélis. On va donc débriefer cette 12e journée et revenir sur toutes les rencontres. On va donc commencer par le commencement et par l'ouverture de la 12e journée. C'était vendredi soir avec le match entre Montpellier et Nice, 0-0 entre les Montpelliérains et les Niçois. C'était pas le plus beau match de cette 12e journée, avec très peu d'occasions, mais des Niçois qui sont toujours invaincus et qui se prennent toujours aussi peu de buts. 4 buts encaissés en 12 matchs, c'est absolument faramineux pour les hommes de Francesco Farioli. On le voit au niveau des stats, ils ont légèrement dominé, mais c'était pas non plus un match exceptionnel, avec 4 tirs cadrés pour les Niçois, un petit tir cadré pour les Montpelliérains, même s'ils ont touché le poteau avec Akor Adams. La possession était plutôt niçoise mais assez stérile. Voilà, c'était pas non plus un match exceptionnel, très sincèrement. Les Niçois ont quand même eu beaucoup de corners, ont été beaucoup dans la moitié de terrain montpelliéraine, sans trop inquiété non plus Benjamin Lecomte. Il y avait quelques changements dans le 11 de Francesco Farioli, avec notamment la titularisation de Morgan Sanson. Il n'était pas titulaire contre Rennes. Buonanni était également titulaire à la place de l'ami Gaëtan Laborde, pardon, je trouvais plus son nom, qui voilà, est un petit peu en dessous de son niveau habituel sur le début de saison. Donc le jeune Buonanni a connu ses premières minutes cette année en Ligue 1, en tout cas en étant titulaire directement. Donc voilà, quelques changements dans le 11 de Francesco Farioli. Mais voilà, Montpellier qui va chercher un point voilà, chez lui, du côté de la Mosson. Donc c'est un bon résultat pour les deux équipes quand même, bien évidemment, même si Montpellier aurait pu aller chercher cette victoire parce qu'ils ont eu la plus grosse occasion avec ce poteau qui a été touché par Akor Adams. On passe ensuite à la deuxième rencontre, le match à 17 h le samedi entre Reims et le Paris Saint-Germain. Quand on regarde le score, bien sûr, on peut se dire que le PSG a largement dominé la rencontre, mais très sincèrement, c'est un score très sévère pour les Rémois qui ont fait un très gros match et surtout une grosse première mi-temps avec des Parisiens qui n'arrivaient pas à ressortir les ballons, des Parisiens qui étaient extrêmement gênés par le pressing de Reims. Il y a une action où ils perdent consécutivement 5 fois le ballon, je crois, sur un pressing faramineux des Rémois. Donc vraiment, ils ont fait une bonne rencontre, les Rémois. Le score est vraiment lourd de 3-0, mais ils sont tombés sur un Kylian Mbappé en état de grâce avec ce triplé et surtout un Donnarumma absolument exceptionnel. Au niveau des stats, c'était un match intéressant, il y a eu des occasions avec voilà, une équipe rémoise qui a vraiment dominé surtout la première mi-temps. L'ajustement tactique à la mi-temps de Luis Enrique a fait du bien au PSG avec ce passage en 4-3-3. Ils avaient commencé en 4-2-4, ils ont terminé en 4-3-3 avec l'entrée de Vitinha à la place de Gonzalo Ramos. C'est vrai que le PSG n'arrive pas à jouer avec un 9 depuis le début de saison, que ce soit Ramos ou Kolo Muani, c'est un peu compliqué, bien évidemment. C'est pour ça que le staff parisien réfléchit à l'éventualité de jouer avec un faux neuf. Il y aura le retour de Marco Asensio, peut-être même Keegan Lee qui pourrait jouer à ce poste là. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a quand même eu la possession, ils ont quand même eu le ballon. Voilà, c'est un match du PSG quoi. Ils ont dominé au niveau de la possession, au niveau de tout ça. Mais pareil, le stade de Reims pardon, a quand même fait un gros match. Ils ont été très intéressants les Rémois sur ce match là, avec notamment un bon Damari, je l'ai trouvé vraiment bon, Darami pardon, sur le côté gauche. Il a vraiment été bon. Moi je pense que c'est plutôt Darami en pointe et Mounetsi sur le côté, parce que Mounetsi c'est pas un buteur bien sûr. Ito aussi a fait vraiment une bonne première mi-temps, le milieu de terrain était pas mal, mais bon voilà, ils sont tombés sur meilleur et ils sont tombés surtout sur un Mbappé incroyable. Dembélé n'a pas fait un mauvais match non plus, avec toujours pas de but, mais une belle passe décisive pour le premier but de Mbappé. La défense, la Skriniar, Marquinhos n'était vraiment pas incroyable en première mi-temps, très fébrile. Ça a été mieux. Et puis Carlos Soler en piston droit, en latéral droit, ça a bien fonctionné aussi. Un coup de chapeau, Luis Enrique qui a tenté des choses et ça a plutôt fonctionné avec Carlos Soler, vraiment qui a fait un bon match. Voilà. Allez, on passe maintenant au match du samedi soir. La rencontre opposée le Havre à Monaco, 0-0. Des Monégasques qui n'ont pas réussi à chercher plus d'un point du côté du Havre. C'est très compliqué d'aller jouer du côté du Stade Océane cette année pour les adversaires des Havrais. Il y a Lens qui n'a pas réussi à gagner 1-0-0. Monaco cette fois-ci qui n'y arrive pas dans 2-3 semaines. Je crois qu'il y a le PSG qui va au Havre, donc c'est vraiment une équipe très intéressante qui a très bien recruté. La preuve avec l'arrivée d'André Aïdou, vraiment très intelligent le mercato havrais. Ils auraient pu gagner le match avec ce penalty raté à la 98e minute de jeu, je crois, de Samuel Grandstier, bien arrêté par Philippe Cohn. C'était un match intéressant, on va dire un peu mieux quand même dans le contenu que le match entre Montpellier
et Nice, hein, mais c'était pas non plus incroyable. Maintenant qu'on voit les stats, Monaco a quand même dominé la rencontre. J'ai regardé un petit peu le match, c'était pas fou. Au niveau des joueurs, Fakusayev encore qui a fait un bon match, hein, bien évidemment le russe, une défense centrale qui est quand même très costaud du côté du Havre. On parle beaucoup du rideau défensif niçois avec ses 4 buts encaissés seulement en 12 matchs, mais le rideau défensif du Havre est aussi très intéressant depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un bon résultat pour les Havrais, même si bien sûr c'est dommage hein, d'avoir raté ce penalty, mais ça reste un bon résultat face à Monaco que j'y piétine un petit peu. Bien sûr, ça aurait pu être très intéressant, ils auraient pu passer devant Nice en cas de victoire. Mais voilà, ils sont tombés sur une bonne armada défensive havraise. Ensuite, on passe au dimanche. Dimanche, avec pas de match à 13h. C'était normalement Brest-Strasbourg qui a été reporté pour cause de tempête. Donc il y avait 3 matchs dans ce multiplex avec un match importantissime pour le maintien. Celui entre Clermont et Lorient, remporté par les Clermontois grâce à un penalty de Shamar Nicholson à la 69e minute de jeu. Lorient c'est compliqué, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Dans le contenu c'est vraiment pas bon, même si là c'est surtout parce qu'ils sont tombés sur un énormissime Moridio, hein. Là ils mettent 3 tirs cadrés, mais je crois qu'il y a un peu plus parce que Moridio a fait au moins un 4-5 parades dans la rencontre. Réellement il a été très bon Moridio, le gardien clermontois. Ça a été une rencontre assez équilibrée quand même sur le papier, avec de grosses occasions chacun, mais vraiment Lorient est tombé sur un très bon Moridio. Le gardien clermontois, Yann Vogo également, Ivan Vogo, le gardien lorientais, a eu quelques trucs à faire aussi par-ci par-là. C'était voilà, pas le plus mauvais match dans le contenu de cette 12e journée. C'était un match un peu de la peur, mais qui a été quand même assez ouvert. Donc voilà, victoire clermontoise qui enfonce encore un peu plus les Lorientais, qui permettent aux Clermontois de sortir un petit peu la tête de l'eau. Ensuite, le deuxième match était Metz-Nantes. Metz qui s'impose enfin, 3e victoire je crois de la saison pour les Messins. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas imposés. Victoire 3-1. Ils marquent enfin des buts les Messins. C'est vrai qu'ils sont très inoffensifs depuis le début de saison. Depuis le départ de Miko Tate, c'est très compliqué pour le FC Metz. Et il y a 2 joueurs offensifs qui vont marquer, Simon Elisor et Joel Assoro, qui ont été achetés au mercato estival. Et puis le but aussi de Kevin Van Den Kerkhoff, l'ancien Bastier, qui a fait un très gros match, hein. Vraiment Kevin Van Den Kerkhoff, il a été très bon, et depuis le début de saison c'est l'un des meilleurs Messins, Kevin Van Den Kerkhoff. Donc vraiment encore un gros match. Simon avait réduit l'écart, mais ça n'a rien changé pour les Nantais qui s'inclinent après cette défaite contre Reims, défaite contre Metz. C'est malheureux pour les Nantais, hein, malheureusement, qui vont encore jouer une saison avec un objectif maintien. C'était pas non plus un match exceptionnel, avec Nantes qui a monopolisé le ballon, hein, réellement on le voit au niveau de la possession et des passes, mais Metz ça a été chirurgical devant le but, ce qui est exceptionnel parce que c'est vraiment une équipe qui marque très peu depuis le début de saison. Mais voilà, victoire méritée quand même pour les Messins. Ça va leur faire du bien juste avant la trêve pour le FC Metz, avec notamment un gros match aussi de Lukidja qui a fait 2-3 parades intéressants. Van Den Kerkhoff aussi très bon. J'ai trouvé vraiment très intéressant Kevin Van Den Kerkhoff depuis le début de son aventure messine, c'est un des meilleurs. Réellement encore un gros match de Lamine Camara au milieu de terrain, Dan Jean-Jacques qui aurait pu mettre un but incroyable qui a touché la barre de Lafont. Donc voilà, il y a eu plutôt des bonnes individualités du côté de cette formation messine. On passe ensuite au dernier match du multiplex, Lille-Toulouse, un match entre équipes européennes après Liverpool. C'est plutôt bien passé quand même pour Toulouse, c'est un bon résultat du côté de Lille, 1 partout, l'ouverture du score à la 30e de Lenny Yoro, l'égalisation à la 65e de Chich Dalinga, Lille qui touche la barre avant la fin de la rencontre sur une frappe de Thiago Santos, mais ça n'a rien changé au match nul, mérité, on le voit, c'est voilà, c'est j'allais dire assez équilibré, ouais, non, c'était pas assez équilibré, c'est le seul match vraiment que j'ai pas trop vu. Les autres, j'ai regardé un petit peu d'un œil. Là, j'ai juste regardé le résumé, mais c'est vrai quand on voit les stats, Lille était quand même au-dessus, mais voilà, Toulouse a réussi à aller chercher ce petit point du match nul avec encore un but de Chich Dalinga. On a un petit peu fait tourner, je crois, côté toulousain après cette victoire. Ouais, même si ça reste quand même une équipe assez type du côté de Lille, du côté de Toulouse, pardon. Voilà, du côté de Toulouse et côté lillois, ça piétine encore un petit peu malheureusement, ça perd pas beaucoup, mais ça fait beaucoup de matchs nuls et ça perd des points un peu bêtement depuis le début de saison. Ensuite, l'événement de cette journée, c'est bien sûr ce match entre Rennes et Lyon, la première victoire lyonnaise de la saison grâce au but de Jack O'Brien à la 67e minute de jeu, mais l'événement de la rencontre, c'est ce rouge à la 5e de Djelua Doué, bien évidemment le carton rouge du frère de Désiré Doué à la 5e minute de jeu sur un geste dangereux sur Tagliafico. Il s'essuie le crampon sur sa cheville, pas grand chose à dire. Et puis derrière, Lyon a plutôt monopolisé le ballon réellement. Rennes ne le voyait pas trop, mais ils n'ont pas non plus des occasions énormissimes, hein. Les Lyonnais, avant ce but, la 67e minute de jeu de Jack O'Brien, même pendant toute la rencontre à 11 contre 10, bon, ils ont monopolisé le ballon, mais c'était vraiment une possession et une
domination stérile côté lyonnais. Maintenant Rennes c'est décevant. Rennes c'est très décevant avec l'effectif qu'ils ont. Ça doit pas subir comme ça, même s'ils sont à 10 contre 11, ça doit pas subir autant face à une équipe comme Lyon. Très sincèrement, j'ai regardé le match, on l'a fait en live, ça a été très très compliqué pour les Rennais hier. Alors ce rouge les a pas aidés bien évidemment, mais il y a des joueurs qui ont été en dessous. Encore une fois une défense centrale qui est très très jeune et qui n'a pas été exceptionnelle. Arthur Théâtre et Christopher Wu, mais bon voilà, c'est dommage. Côté lyonnais, il y a quand même encore une fois des individualités catastrophiques hier, hein. L'entrée de Jefferino elle est horrible, le match d'Ernest Nuama il est pas bon, le match des deux latéraux là pas exceptionnel non plus. Tagliafico Kumbedi, tous les centres n'arrivaient pas à destination. Diomandé aussi n'a pas été ouf. Maintenant il y a quand même du positif avec le bon match de Jacob Rennes, encore une fois, hein, c'est l'un des meilleurs lyonnais sur ces derniers matchs. Le bon match de la paire Cacré-Tolisso, Cherki, bon assez intéressant, pas non plus exceptionnel mais bon ça va. Mama Baldé a fait plutôt un bon match, il a été remplacé par Lacazette mais je trouvais plutôt bon. À part Nuama, le duo là a plutôt bien fonctionné. Voilà. Et on termine les amis par la clôture de la 12e journée, le match entre Lens et Marseille. C'était un match vraiment nul à chier, on va pas se mentir, c'était absolument horrible. Réellement il n'y a pas eu une seule occasion franche à part le but de Grady à la 90e minute de jeu pour la victoire lensoise, à part la frappe d'Eli Wahi à un moment donné en première mi-temps, ou sinon il n'y a pas eu non plus des occasions énormissimes. Pas de boulot pour Brice Samba et Paul Lopez hier. C'était tout simplement un match entre le 9e et le 10e de Ligue 1 hein, dans le contenu. C'est ce que Lens et Marseille montrent depuis le début de saison. Bien évidemment c'était vraiment très compliqué à regarder. Marseille ça fait peur, hein. Marseille ça fait peur, c'est inoffensif au plus haut point. Vitinha, Aubameyang c'est vraiment catastrophique. Alminari a essayé des petites percées mais ça a été compliqué. Vraiment le début de Gattuso à l'OM c'est un peu compliqué, hein. Vraiment c'était un match catastrophique. Mais j'ai envie quand même de mettre en lumière ce petit numéro 23 lensois, Neil El Ainaoui. Il vient de Nancy, vous savez je supporte l'AS Nancy-Lorraine, donc c'est un peu le bébé nancéen, hein. Neil El Ainaoui il a grandi à la SNL, il a fait toutes ses classes à la AS Nancy-Lorraine, il mérite cette ascension. Bien sûr le petit Marocain qui a commencé par quelques minutes par-ci par-là, il a inscrit son premier but face à Nantes, il a connu ses premières minutes en Ligue des Champions contre le PSV et a connu sa première titularisation contre l'OM. Et quel match de Neil El Ainaoui, ça a été l'un des hommes du match côté lensois réellement. Pas parce que je suis ancien que je dis ça, mais la première mi-temps elle est énorme, il récupère 3-4 ballons, il est partout, vraiment il a une percussion exceptionnelle, des replis défensifs complètement fous, à chaque centre il était dans la surface de réparation, il cassait les lignes, il demandait des ballons à chaque fois, il était toujours très bien placé, il en perd quelques-uns, il fait des mauvaises passes bien évidemment, mais ça a été un très bon joueur. Nampalis Mendy et Andy Diouf font du souci à se faire au milieu de terrain parce que Neil a fait un super match. Côté marseillais vraiment... il n'y a pas d'individualité à mettre au-dessus des autres, hein. Réellement, Sarr, il n'a pas été bon. Correa était catastrophique. Vitinha, n'en parlons pas. Vraiment, ça n'a pas été fou du tout du côté de l'OM. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on va finir par le classement. Les gars, et c'est très inquiétant. L'OM est à 1 point de la relégation, hein, je crois. Ouais, est à 2 points du barragiste. C'est catastrophique réellement. C'est catastrophique. C'est très serré ce début de saison. Alors, les bonnes... opération c'est Lens bien sûr qui remonte à la 6ème place, c'est Metz qui remonte à la 11ème position aussi, et puis les mauvaises opérations c'est Marseille qui piétine, bien évidemment, c'est Lorient aussi qui voit dangereusement Clermont se rapprocher, et puis bonne opération de Lyon parce que là en cas de défaite c'était tout simplement vraiment la crise absolue, hein, si Lyon perdait. Parce que Clermont avait gagné, là ça aurait été pas possible, vraiment. Rennes aussi, très mauvaise opération pour eux, c'est très dur, très dur. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo assez longue, hein, très sincèrement. J'espère qu'elle vous aura plu, il n'y avait pas de match aujourd'hui, il n'y aura pas de match non plus à commenter en direct cette semaine. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi, merci beaucoup aussi pour votre présence sur les lives de ce week-end. Là le live de samedi Bordeaux-Annecy c'était incroyable, le live également de hier entre Rennes et Lyon c'était aussi pas mal. Donc merci beaucoup les amis, on se retrouve peut-être ce week-end pour des matchs de Coupe de France, je sais pas du tout. En tout cas on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. Merci beaucoup les amis, à très bientôt. Et comme d'habitude, et bah ciao les gars, à bientôt.